tel que vous me voyez là, je m'apprête à faire du sport. Ah, mais avant, il faut encore que je m'occupe des poubelles. Bon, pas n'importe quelle poubelle, hein. La poubelle de tri sélectif. Tri sélectif. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça existe, madame, le tri non sélectif? Ah, autant vous dire tout de suite, hein. Moi, je suis né en 1968. À l'époque, on en avait mais rien à faire des poubelles. On mettait tout à la jaille, ils se débrouillaient avec, mais... Bon, là, on est en 2019. Faut être éco-responsable. Faut arrêter de bousiller la planète. Faut faire son tri, c'est important. Pour mes enfants, pour ma famille. Et là, je dois dire que tel que vous me voyez, je suis carrément niveau master en tri sélectif. Vous pouvez me demander n'importe quoi. Tiens, c'est rigolo le tri sélectif. L'autre jour, je discute avec Janice, une copine, elle me dit... Tu comprends, moi, quand je mange de la pizza, je peux pas mettre mon carton dans mon bac de recyclage parce qu'il y a eu du gruyère dessus. Oh, je lui dis, t'inquiète pas. C'est comme pour ton eau potable. Ils vont mettre du chlore dessus. Vas-y, tu peux le recycler. Ne crains rien. Ah, par contre, lui, là, le pot de yaourt, lui, il peut pas être recyclé parce que il est trop petit. Dommage. Faites attention à ce que vous mettez dans votre bac de recyclage. Il y a quelques années, on a eu un contrôle de notre bac de tri sélectif. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Oui? Alors, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré un soir, alors j'espère que ça vous est pas arrivé, on a retrouvé notre bac momifié avec un gros scotch refusé dessus. Ça vous est arrivé aussi? Non? Bon, bah nous aussi. Pas de bol. La seule poubelle du quartier. Alors bon, moi j'étais un petit peu dépité, mais alors je peux vous dire que ma chérie, elle était carrément vénère. Elle a décroché son téléphone pour dénoncer le caractère stigmatisant de ce gros scotch refusé sur notre poubelle. Là, la personne de l'agglo lui dit « Mais madame, si vous ne savez pas bien faire votre tri, je n'y suis pour rien. » Et ben voilà, nos voisins nous regardent comme une famille de dégueulasses. Bon, en même temps, ça les empêche pas de mettre du Roundup tout le long de notre jardin, mais la famille de dégueulasses, c'est nous. Ça. Ah bah ça non plus. Bah non plus. Ça non plus. Ah, j'en sens encore un petit là. Ah bah, ça. Non plus. Ça. Ah, alors là on arrive carrément sur un cas d'école. La bouteille de lait en plastique. Alors nous, on a une famille de 5 personnes. 2 adultes, 3 enfants, ça fait 4 bouteilles de lait en plastique par semaine. Je vous laisse faire le calcul à la fin de l'année. Eh ouais, ça fait un bon gros tas de bouteilles en plastique. Alors, l'année dernière, nous sommes allés voir une conférence de Bea Johnson. Est-ce que vous la connaissez? Oui? Alors, pour ceux qui ne la connaissent, moi je ne la connaissais pas, c'est une copine qui m'a invité, c'est la grande prêtresse du zéro déchet. Elle se vante de ne générer qu'un tout petit bocal d'1 litre de déchets par an pour une famille de 4 personnes. Ah mais nous, et nous ça y va à cause de poubelles de 150 litres tous les 15 jours. Hein. C'est sûr, c'est pas pareil. Il faut dire qu'il y a des trucs qui sont carrément bien dans le zéro déchet. Vous faites du compostage, vous évitez d'acheter des produits emballés, ça c'est super. Vous préférez acheter des produits d'occasion plutôt que d'acheter du neuf. Ouais, ça c'est cool. Par contre, il y a des trucs qui sont carrément contraignants. Plus de produits de vaisselle, plus de produits de douche, plus de dentifrice, c'est sûr, il faut tout faire soi-même. Plus de brosse à dents, plus d'éponge. Ah oui, ça fait des déchets. Moi, c'est clair, hein, je me vois pas aller chez le boucher lui demander qu'il me mette un steak dans mon petit bocal en verre. Hein. Non.
À un moment donné, elle nous montre une photo de son intérieur. C'est simple, elle a viré toute la déco. On a l'impression qu'elle vit dans un pavillon témoin. Non, on n'est pas prêt pour le zéro déchet. Mais bon, il faut quand même reconnaître que ça marche. Et à la fin de sa conférence, et cette conférence ne fera pas exception à la règle, arrive le moment des questions diverses. Donc, moi, vu que j'étais super impressionné, je demande la parole. Merci, Madame Bea Johnson, vraiment, votre conférence était extraordinaire. Alors voilà, nous, on a un problème avec la bouteille de lait, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Là, Bea Johnson me regarde, elle me fait... Mais monsieur, il y a certainement une laiterie à proximité de chez vous, où vous pourriez aller, et ainsi limiter vos déchets plastiques complètement superflus. Emmenez donc des bouteilles en verre consignables. Et d'ailleurs, vous pourrez trouver la laiterie la plus proche de chez vous en téléchargeant mon application. J'ai téléchargé l'application, et j'ai rentré le nom de mon village. J'ai regardé, alors il y a bien une laiterie, elle est à 25 km de chez moi. Oh non. Oh bah non, ça va pas le faire parce que ce que je vais mettre dans mon réservoir et ce que je vais économiser comme déchets, ça va pas marcher. Super U. En plus, cette bouteille de lait, spécifiquement, c'est du PET opaque. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le pompon. Parce que cette bouteille-là, elle ne peut pas être recyclée. Pire encore, s'il y a trop de ces bouteilles dans la filière de recyclage, elle fout le recyclage en l'air parce que les plastiques sont trop cassants. Alors moi, il y a une première question que j'aimerais poser. Comment est-ce possible qu'en 2019, on autorise encore les industriels à utiliser ce plastique de... Ouais, vous m'enlevez de la bouche. Allez. J'ai des doutes. J'ai des doutes sur toutes ces injonctions éco-citoyennes que les médias nous assènent à longueur de temps. Comme quoi, il faut fermer son robinet quand on se brosse les dents. Ouais, ok. Comme quoi, il faut essayer de changer toutes les ampoules qu'on a chez soi pour mettre des ampoules basse consommation. Ouais, ok. Comme quoi, il faut éviter de prendre sa voiture, y compris quand il fait moins 10 degrés l'hiver, pour emmener son mouflet à l'école. Ouais. Mais franchement, j'ai pas l'impression que ces éco-gestes, que ces injonctions éco-citoyennes soient réellement à la hauteur des grands enjeux de notre époque. Franchement, j'ai un doute. Vous aussi? Ouais. Tiens, comme j'ai un doute sur ma capacité à me remettre au jogging. Bon, la cinquantaine arrivant, vous voyez ce que je veux dire, je me suis un petit peu laissé aller. Donc, je suis dans une grande enseigne de sport en train de regarder une magnifique paire de baskets. Et sur ces entrefaites, le vendeur arrive, il me regarde, il me fait « C'est pour du loisir ou pour de l'intensif ?» Alors, dans ma tête, je réfléchis à l'effort que ça va me demander pour me remettre au jogging, mais à la tête du vendeur, je m'aperçois qu'il vaut mieux que je dise que c'est pour du loisir. Donc là, le type m'arrache les baskets des mains, comme ça, il me regarde, il me fait « Bon, tu longes le rayon pétanque. Derrière, tu as le rayon running loisir. Tu te prends une paire de running shoes, un short, un maillot antitranspirant. Tu passes à la cabine d'essayage et on va voir si on peut faire quelque chose de toi. » Alors, ce qu'il faut savoir quand vous achetez une paire de running shoes loisir, prenez une taille au-dessus. Parce que quand vous courez, vos pieds... Ah, c'est plaisir d'avoir des spécialistes dans la salle. Bon, personnellement, j'ai opté pour 2 joggings hebdomadaires d'1 heure. De toute façon, courir moins, ça sert à rien. Hein. Donc, parce que si vous courez moins, vous brûlez pas les mauvaises graisses. Voilà.
Merci. Alors, au passage, je vais apprendre que je ne vais pas faire du jogging, mais du running. Alors, afin que vous compreniez la différence entre ces pratiques qui n'ont, mais alors strictement rien à voir. Je vais donc vous mimer le jogging. Voilà. Voilà, ça vous cause. Jogging, quoi, tranquille. Bon, maintenant, attention, le running. Bon, pas j'en fasse trop, monsieur. Alors, personnellement, je vais opter pour le jogging, c'est-à-dire du jogging, mais habillé en runner. Donc, nous sommes le 26 janvier 2017, et sous vos yeux ébahis, mesdames, messieurs, eh bien, je me mets donc au jogging. C'est parti. Oh, c'est cool. Je pense que vous êtes tout un Allez, vas-y, respire bien. Je sais pas ce que j'ai là. Ça me tire dans la jambe. Ça me brûle dans la cage thoracique là. Marching! Qu'est-ce que c'est que ça délire? Et puis d'un seul coup dans ma tête, 26 janvier 2017, 6e jour de pic de pollution, et moi comme un abruti, c'est pile poil le jour que j'ai choisi pour me mettre au jogging. Et ben voilà. Voilà, j'avais des tonnes de lactate, de glutate, des E102, des E402, ingurgité des kilos de naki, siroter des litres de tang. Vous vous rappelez le tang, le petit, mais si, le petit sachet orange là, vous en mettiez au fond d'un pichet, là, un petit peu de poudre, et hop là, 6 litres de jus d'orange, et ben voilà. Et ben voilà. Faut pas chercher, hein. C'est aujourd'hui que je vais crever sur l'autel de ma consommation trash et de mon inconscience écologique. Voilà, faut pas chercher. Sous la tiédeur d'une douche réparatrice, dans une ambiance quasi tropicale. Une question métaphysique me taraude l'esprit. Comment une société qui se dit évoluée peut-elle à ce point se rendre malade d'elle-même? Vous avez 4 heures. Je ramasserai les copies en fin de conférence. Et pendant que vous bûchez, moi, il y a une question qui me taraude l'esprit, c'est j'aimerais connaître la proportion des plastiques que je mets dans mon bac de recyclage qui va être réellement recyclé et connaître une seconde vie. Question, après tout, légitime. Parce que je vois bien comment ça peut se passer pour les cartons, pour le verre, pour le métal. On voit bien que ce sont des filières qui s'entretiennent d'elles-mêmes. Mais pour les plastiques, je suis sceptique. Le premier organisme qui monte quand vous faites des recherches sur Internet, c'est l'ADEME. C'est l'ADEME qui gère les déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je décroche mon téléphone. Ah, une petite boîte vocale. Je fais le 1. Je fais le 2. Et je tombe sur une personne très gentille. Adèle, j'écoute. Oui, oui, bonjour monsieur, oui. Oui. La proportion des plastiques qui va être réellement recyclée et connaître une seconde vie? Oui, écoutez monsieur, non, je n'en sais rien du tout. Essayez plutôt du côté de l'agglo d'Orléans, monsieur. Merci et au revoir. Ah, l'agglo. J'aurais dû y penser, vous vous souvenez?
C'est eux qui m'ont momifié ma poubelle avec le gros scotch refusé. Ils vont pouvoir me donner la réponse. Je redécroche mon téléphone. Ah, encore une petite boîte vocale. Je fais l'un. Je fais le 2. Et je tombe sur une personne très gentille. Métropole, j'écoute. Ah oui, au passage, nous sommes devenus des métropolitains. Voilà. Oui, oui, bonjour monsieur. Oui. Un moment, s'il vous plaît. Janine, la proportion. Oui, oui, vous pouvez mettre des corps creux, des emballages, des cartons. Oui, non. Non, désolé monsieur, si vous voulez avoir plus d'infos, veuillez contacter le ministère. Merci. Et au revoir monsieur. Voilà. On était parti pour un petit jogging pépère. Là déjà, c'est déjà ambiance semi-marathon. Je redécroche mon téléphone. Ah, de nouveau une petite boîte vocale. Je fais l'un. Je fais le 2. Ah oui, bah c'est grand le ministère. Hein. Et je tombe sur une personne très gentille. Ministère de la Transition écologique et solidaire. Bonjour, monsieur. Oui, oui. Vous êtes une collectivité territoriale, un journaliste? Non, monsieur, je suis désolé. Je ne peux pas vous répondre. Si vous voulez avoir une réponse, envoyez-nous un mail. Merci et au revoir, monsieur. « 15 jours de recherche sans la moindre réponse. Ça me fout les nerfs. Et puis je me dis, quand même, il doit bien y avoir des spécialistes des plastiques, ça doit bien exister. Et ben ça existe. C'est la FFP, la Fédération française de... Non. Alors, plasturgiste. Ah, il y a des spécialistes, peut-être du ministère, non? Fédération française de plasturgie. FFP, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, tout à fait, nous avons un spécialiste du recyclage des plastiques. Oui, monsieur plastique recyclé en personne. Oui. Ah non, désolé monsieur, je ne peux pas vous le passer. Il est en vacances. Voilà, rappelez dans 10 jours. Merci, et au revoir, monsieur. 10 jours. C'est exactement le temps qu'il m'a fallu pour récupérer mon premier jogging assassin. Nous sommes le 5 février 2017. Il est 14 h. Et la température extérieure, un petit peu comme en ce moment, est de 17 degrés. C'est normal pour moi. Oh, il y a déjà des petits flonquis. Oh, les petits champignons là. Enfin, c'est dingue, il y a déjà des fleurs aux arbres, mais c'est incroyable. Quand je pense qu'il y a des gens qui gueulent à cause du réchauffement climatique, n'importe quoi. Hey, si ça continue comme ça, on va avoir des tomates au 15 avril. Et puis d'un seul coup, derrière moi, j'entends flap, 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 flap. Je vois un grand machin jaune qui me déboule à pleine vitesse. Merde, un runner. Un vrai, ça existe. Chacun sa route, chacun son chemin. Oh là. Valérie. Valérie, c'est la prof d'EPS de mon village. Ouais. Salut Valérie. Ouais, bah ça va, ouais, je cours une petite heure, hein, tu sais, c'est important, faut garder la forme. Ouais. Ouais, je te remercie, ouais, j'ai le bon rythme, hein, je cours une heure, ouais. C'est bon. Elle est loin. Ouais. 5 février 2017, il faisait 17 degrés. Mais au 15 mars, un mois plus tard, il faisait moins 10. Et pour la deuxième année consécutive, tous les arbres du village ont gelé. Pas une pomme, pas une cerise. Alors pour nous, jardiniers du dimanche, c'est triste parce que on aime bien ça, nous manger des pommes, des cerises, mais
pour Peggy. Peggy, c'est la productrice de notre village. Et pour elle, c'est la cata. Parce que elle, les pommes, les cerises, c'est son gagne-pain. Et son métier. Tiens, en parlant de métier, il faut quand même pas que je l'oublie, la gars de la FFP. FFP, bonjour. Oui, oui, bonjour monsieur. Oui, oui, tout à fait, je me rappelle de vous, oui, tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr, je vais pouvoir vous passer monsieur Plastique Recyclé, bien sûr, oui, oui, il est rentré de vacances. Et j'allais enfin pouvoir parler à monsieur Plastique Recyclé en personne. Je suis content qu'un citoyen m'appelle parce que vous comprenez, la plupart des gens, ils s'en fichent complètement du recyclage des plastiques. Ah bah si, moi ça m'intéresse. Hein. Ah ouais. Bon, en même temps, j'aurais pas dû parce que là, je vais en prendre pour 20 minutes de monologue sans pouvoir en placer une. Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui. Dans les BTP, il n'y a pas de filière spécifique du recyclage des plastiques. Non. Ah, c'est pour ça qu'on voit les feux à la fin des chantiers. Oh, oh. Si j'ai une voiture, bien sûr que j'ai une voiture, oui. Ah, il y a 50% de plastique dans les voitures. C'est pas recyclé non plus. C'est bien ça que vous me dites? Hein? Oui. Oui, 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 oui. Et puis à un moment donné, au bout de 20 minutes, il finit par s'arrêter. Monsieur Plastique Recyclé, oui, voilà, pendant que je vous tiens là, j'aimerais connaître la proportion des plastiques que je mets dans mon bac qui va être réellement recyclé et connaître une seconde vie. C'est simple, c'est pas compliqué. Recyclage des plastiques, c'est 24%. Ouhou. 24%. Mais c'est à peine un quart de ma poubelle. Et le reste, c'est simple, c'est pas compliqué. Pour 42%, c'est de la valorisation. Quoi? Attendez. Alors. Non. Pas ça quand même. Valorisation. Ah, ils mettent les plastiques dans les incinérateurs. Ils les font cramer. Ça fait de la chaleur, de l'électricité. Ça sert à faire marcher les chauffages urbains. C'est ça, valorisation. Ça doit pas être super écolo, ça. Mais j'avais toujours pas la réponse à ma question. Monsieur Plastique Recyclé, sur 100 objets qui vont être fabriqués, combien vont l'être réellement à partir de ces 24% de recyclage? C'est simple. C'est pas compliqué. C'est 5%. Hein? Non. 5%? Mais c'est que dalle! Vous vous rendez compte toute l'énergie qu'on met pour seulement 5% au final? Et puis, je réfléchis. 24% de recyclage, 42% de valorisation. Il en manque là. Et le reste? C'est simple. C'est pas compliqué. Pour 34%, on les met en décharge. En décharge? Les plastiques? En 2019? Attendez là. Ça? On met ça en décharge?
Vous savez combien de temps, monsieur, il va falloir pour biodégrader ce pot de yaourt? Quelques siècles. Quelques siècles? Combien? Combien? Deux? Un peu plus? 10? 6? Il dit mieux? Je peux dire mieux. Allez, mieux? 700 ans. 700 ans. Et encore, il sera plus sous sa forme de pot de yaourt, mais les petits bouts de plastique, ils vont continuer à vivre leur vie dans la nature. Ça veut dire que on fabrique des objets jetables avec des matériaux pérennes qu'on met en décharge. Faut pas que j'oublie les 5%. Et puis, on va continuer à discuter comme ça avec Monsieur Plastique Recyclé. Puis à un moment donné, il se lâche. Vous comprenez, monsieur, si on met trop la pression sur les boîtes privées, elles refusent d'investir. Si on leur demande de faire du recyclage sérieux, elles ferment le robinet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les boîtes privées, si on leur... les poubelles, c'est les mairies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de boîte privée? Je vais tourner en rond comme ça, un bon moment, jusqu'à ce que je rencontre Vincent. Vincent, lui, sa spécialité, c'est le droit public. Il me regarde avec ses petites lunettes, il me fait « Oh, toi, manifestement, tu as un problème de DSP. » Je dis « Quoi ?»« Oui, de DSP. T'inquiète pas, je vais te faire une petite fiche et tu vas pouvoir partager avec les gens cette histoire de DSP. » La délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire privé. La rémunération de ce service est substantiellement liée au résultat de son exploitation. Pour être clair, pour les boîtes privées type Suez ou Veolia, elles ne sont pas payées à la qualité du recyclage, elles sont payées au poids. Voilà pourquoi nous ne sommes qu'au 25e rang européen du recyclage des plastiques. Estime-toi heureux qu'elles acceptent encore de venir une fois tous les 15 jours ramasser ta poubelle au bout de ton chemin. Et il a raison. Jusqu'à l'année dernière, c'était une fois par semaine. Et puis un jour, on a reçu un papier dans la boîte, comme quoi ça serait une fois tous les 15 jours. Ce qui fait que si jamais vous oubliez de sortir votre poubelle, eh bien votre poubelle, elle vous reste un mois sur les bras et elle déborde. Débrouillez-vous. Délégation de service public. Et puis il me rajoute une deuxième petite note. La concession des services publics aux opérateurs éco, comprenez bien boîte privée, est une volonté délibérée de tous les acteurs politiques au pouvoir depuis ces 30 dernières années. Depuis 1993, depuis la loi Sapin, la délégation de service public, et pour paraphraser un slogan des années 80, est dorée comme du service public. Elle sonne comme du service public, mais malheureusement, ce n'est plus du service public. Et ça a été imaginé par un gouvernement de gauche. Oh, excusez-moi, il faut que je perde cette habitude par un gouvernement social. Et il me rajoute une deuxième petite note. Sans accord préalable de la population, les élus, dans leur grande majorité, ont concédé, dans une certaine opacité, les transports en commun, la gestion des déchets, l'eau potable, l'assainissement, télécom, les restaurants scolaires, les crèches, la recherche fondamentale. L'année dernière, les SNCF étaient en grève. L'éducation, peut-être.
Et pourquoi pas l'armée comme aux États-Unis? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un village d'irréductibles gaulois qui remet en cause cette histoire de délégation de service public. Une dangereuse bande de marxistes avec à sa tête Lénine en personne. Est-ce que vous avez une idée où ça se situe, ce village? Pardon? Dans la Drôme, non. En Bretagne? Non, un petit peu plus en bas. En bas de la France. Avec l'Axal. Oui, je viens de l'entendre là. C'est la ville de Nice. Ah bah quand je vous parlais de dangereux bolcheviques, Christian Estrosi a dit, moi cette histoire de délégation de service public, j'en veux pas. Donc il a remis en régie municipale le restaurant scolaire, les transports, la piscine, et depuis, en fait, ça fait tache d'huile, puisque des villes comme Paris ou Lyon ont remis en régie municipale, notamment, leur service des eaux. Tiens, bah, on va boire un petit coup à la santé des Lyonnaises des eaux. Faut que je vous avoue quelque chose. Je suis le seul et unique jogger de mon village. Tous les samedis matins, je fais invariablement le même parcours. Et invariablement, tous les samedis matins, il y a cette bande de connards de runners qui me doublent à pleine vitesse. Jogger avec nous! Jogger avec nous! Alors moi, qu'est-ce que je fais? J'essaye de les suivre. Je suis sûr que c'est pile poil à ce moment-là qu'ils décident d'accélérer ces fumiers. Ça marchait. À la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, à la semaine prochaine. Ils se foutent de ma gueule. C'est comme avec mes poubelles. Je suis sûr qu'on se moque de moi. Moi, j'essaye de bien faire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je remplis mon caddie, je mets plein de plastique, ça déborde. Je rentre chez moi, et là, c'est plastique à gogo. Et en plus, il faudrait que j'ai mauvaise conscience. Typiquement, là, je suis dans une phase que les spécialistes appellent une phase d'agressivité. En jogging, c'est simple, il suffit d'attendre, ça passe tout seul. Mais en écologie, on n'a pas le temps d'attendre. Je vais tourner comme ça, un bon gros maman, jusqu'à ce que je rencontre Anthony. Anthony, c'est un peu ma conscience de gauche. Il me regarde comme ça, il fait « Hé, toi, manifestement, si tu tournes en rond comme ça, c'est que tu souffres d'une hypertrophie de ta jambe droite, mon petit gars. Il va falloir un petit peu remuscler la gauche, là, parce que sinon tu risques de tourner en rond assez longtemps. » Et pour ça, je te conseille une lecture, La question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public, d'un sociologue qui s'appelle Jean-Baptiste Comby. Alors moi je peux vous dire, j'ai jamais ouvert un bouquin de sociologie. Là. Mais j'ai lu Comby, hein. Et je peux vous dire, eh ben, j'ai tout compris. En gros, c'est comme pour le double effet qui se coule. Il y a une première phase, c'est cette idée de dépolitisation liée à l'écologie. Et une deuxième phase, à laquelle je reviendrai un petit peu tout à l'heure, qui est la disparition pure et simple de la notion de rapport de classe lorsqu'on parle d'écologie. Mais ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est qu'on s'attaque à cette phase de dépolitisation. Surtout qu'il y a une actualité assez brûlante récemment. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je prends ces notes, c'est que le 21 février 2019, Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, eh bien, vient tout juste de nous proposer
son pacte national sur les emballages plastiques. Vous ne pouvez pas rater ça. Alors, dans un premier temps, elle nous rappelle les grands enjeux de son pacte national, je cite. Les emballages plastiques sont principalement utilisés pour le conditionnement, le transport et la protection des produits consommés au quotidien par les Français. Les emballages plastiques représentent un tiers du plastique utilisé, mais près de 60% de celui-ci se retrouve dans la nature et les océans. Selon la fondation Ellen MacArthur, au moins 8 millions de tonnes de plastique se frayent un chemin jusqu'aux écosystèmes marins chaque année, ce qui équivaut à décharger chaque minute le contenu d'un camion poubelle en mer. Alors, je me suis amusé à faire un petit calcul. Ça fait quand même 1440 camions poubelles par jour. Donc je reprends la déclaration du ministère. Si rien n'est mis en œuvre, ce nombre passera à 2 par minute d'ici à 2030 et à 4 par minute d'ici à 2050 et en 2070. Alors, c'est maintenant que Combi en fait rentre en scène. Alors que nous dit Jean-Baptiste Combi? Lorsqu'on parle d'écologie, la plupart du temps, on polarise, et les médias en particulier, polarisent le grand public sur les conséquences des actes et des enjeux écologiques. Or, en fait, en faisant ça, on détourne notre attention des causes réelles. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous allez entendre parler effectivement du 7e continent plastique, vous allez entendre parler des plastiques qui se retrouvent dans les estomacs des poissons. Donc, ayons bien ça à l'esprit, déjà, dans un premier temps, on nous polarise énormément sur les conséquences. Mais Brune Poirson a lu aussi Combi, un petit peu en diagonale. Elle a un objectif, s'engager collectivement pour devenir acteur de l'économie circulaire et faire en sorte que le plastique ne devienne jamais un déchet. D'accord? On vient de voir un peu ce que devenaient nos plastiques. Hein. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de recyclage, pas mal de valorisation, c'est-à-dire que, bonjour, les émissions de pollution dans l'atmosphère, et quand même pas mal de décharges. Pas franchement de quoi espérer que le plastique ne devienne jamais un déchet. Et avec qui Madame Poirson va-t-elle s'engager collectivement? Elle a un très beau collectif à ses côtés, sans doute d'anciennes connaissances du temps où elle travaillait pour Veolia. Auchan Retail, France, Biscuit Bouvard, Carrefour, Casino, Coca-Cola, European Partners, Danone, Franprix, L'Oréal, LSDH, Monoprix, Nestlé France, Système U, Unilever. Assez sûr, ils s'y connaissent un max en déchets d'emballage plastique. Hein. Bon, en économie circulaire, c'est un peu comme si on demandait à Monsanto de nous pondre un système en partenariat avec la FNSEA pour assurer notre indépendance alimentaire nationale. Mais ayez confiance, ayez confiance. Il y a 2 ONG indépendantes, la Fondation Tara et le WWF, qui vont être partenaires de cette grande opération, de ce grand plan plastique. Alors, pour rappel, quand même, Fondation Tara Expédition est sponsorisée par Veolia et Agnès B. Le VWS France, lui, est partenaire du groupe Carrefour, Lafarge et le Crédit Agricole, qui vont évidemment surveiller ça de très très près. Ne vous inquiétez pas, le gouvernement et les entreprises, main dans la main, vont se mettre une pression de dingue et employer les grands moyens. Quelques exemples. Le fromage à la coupe libre-service sera désormais emballé dans du carton recyclé et recyclable en remplacement des barquettes polystyrène. Ah, c'est du lourd, hein. Mise en place d'un espace bio où les fruits et légumes, les céréales et les légumineuses ne sont pas emballés, mais en vrac. Ouais. Ah, les briques de certaines boissons, lait et jus de fruits ne contiendront plus d'aluminium et les plaques en plastique qui peuvent parfois accompagner les boissons seront remplacées. Ah bah quand même. Il était temps.
Certaines marques de lessive seront désormais emballées dans des contenants 100% recyclables, mis sur le marché français d'une gamme de shampoings et d'après-shampoings dont les flacons seront entièrement constitués de matière recyclée. Waouh! À ce compte-là, moi si je m'appelle Danone, Auchan ou Unilever, je signe tout de suite. C'est du greenwashing en marche. Entre ici, consommateur, avec ton terrible caddie bourré de plastique et surtout ne la ramène pas. Le gouvernement et les grandes entreprises s'occupent de tout à ta place. Qui sont les grands absents de ce pacte? Mais c'est nous tous, mesdames, messieurs. Pas une seule fois le mot citoyen n'a été cité. Jean-Baptiste Combi nous propose de voir l'écologie sous un autre angle. Collectif, celui-là. Voilà le genre de questions que pourrait nous suggérer de poser Jean-Baptiste Combi. Pourquoi Brune Poisson ne remet pas en perspective les emballages avec un système pétrolier? La voiture individuelle, le supermarché, les emballages et le système agricole qui va avec. Petite parenthèse. La production d'emballage est à peu près 5% de la consommation annuelle de pétrole en France. Pour 70%, ça part dans les réservoirs de nos voitures et dans les poids lourds, dans les transports. 70%. On n'est pas tout à fait sur la même échelle. Hein. Ça, c'est pas de l'économie circulaire, mais on pourrait appeler ça de l'économie circulatoire. Alors, pourquoi confier les clés de l'économie circulaire précisément à la grande distribution qui passe son temps à nous la fracasser? Pourquoi, comme d'habitude, auprès de nous, citoyens, ça va passer comme une lettre à la poste sans nous poser le moindre problème? Précisément parce que nous sommes dépolitisés. Précisément par ceux qui devraient nous rendre la chose politique accessible, nos hommes et femmes politiques. Ils nous rendent inoffensifs. C'est ce genre de choses qui vous donne envie de sortir de chez vous et d'aller rencontrer des gens que vous ne connaissez pas à des ronds-points. Et de s'habiller en jaune afin de montrer votre détresse. Alors comment ils s'y prennent pour nous rendre inoffensifs et nous dépolitiser? J'ai imaginé un petit atelier de repolitisation. On se remuscle un peu. Parce que je me suis aperçu d'une chose. Les politiques évincent systématiquement toutes nos revendications collectives liées à l'écologie. On se la fait une petite fois ensemble là. Les politiques évincent systématiquement toutes nos revendications collectives liées à l'écologie. Alors comment ils s'y prennent? En fait, ils ont 3 bras de levier. Le premier bras de levier, c'est de nous renvoyer à des actes individuels, des éco-gestes. Systématiquement, faites bien votre tri sélectif, faites bien vos petits trucs, chacun dans votre coin. Comme ça, on n'est pas dans le collectif, comme ça on n'est pas très gêné. Ça, c'est la première réponse qu'on nous donne à nos citoyens. Le deuxième aspect qui est très important d'avoir à l'esprit, à mon sens, c'est cette idée. En fait, c'est très intéressant, nos demandes sont très entendables. Seulement, le problème, c'est que vous comprenez, on ne peut pas remettre en cause le marché, l'emploi. Eh oui, faut que ça marche, le business. Troisième élément, c'est que nous, les citoyens, nous ne sommes pas légitimes à formuler des demandes parce que nous ne sommes pas assez spécialistes. Donc, en fait, quand vous allez demander quelque chose à un politicien, il va vous dire, mais oui, très bien, mais on va nommer une commission, on va faire une assemblée, une réflexion, et puis comme ça, vous verrez, monsieur, ça va être, on va s'occuper de votre demande. Et puis, dernier point, mais alors là, celui-là, il ne faut pas en abuser, c'est si on la ramène trop, eh bien, on nous envoie les gendarmes ou l'armée. Mais ça, il faut utiliser ça avec parcimonie. Le message est clair. Occupez-vous de votre bac de tri sélectif et nous, on s'occupe du reste.
Le problème, c'est qu'on voit bien qu'ils s'en occupent pas super. Parce que pour eux, nous sommes des mineurs politiques qui ne voyons pas plus loin que le bout de notre poubelle. Alors, c'est pas parce que on fait du jogging qu'on n'aime pas la mécanique de précision. Alors maintenant qu'on s'est bien mis les mains dans le cambouis, ce que je vous propose, c'est qu'on soulève le capot et qu'on sorte le moteur. Le moteur idéologique de notre société industrielle, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ça va être cette idée de progrès. Et dans un premier temps, ça va être essentiellement le progrès technique. Quand je suis enfant, lorsque je regarde la télévision, le progrès c'est partout, tout le temps. Oh, l'aérotrain, génial. Oh, le Concorde. Oh, les Américains, oh, ils sont allés sur la Lune. Trop fort. Le TGV. Le progrès, c'est partout, tout le temps. Pour nos dirigeants de l'époque, en gros, c'était comment faire passer la société d'un monde archaïque et rural à une société résolument moderne et urbaine. Pour nos parents, nos grands-parents, c'est simple, hein, ça a réellement amené du confort. Vous aviez froid, vous n'aviez plus besoin d'aller cavaler au fond du jardin à ces bûches. Vous tournez un petit bouton et hop, vous avez chaud. Vous avez chaud. Une bonne petite glace au frigo, ça y est, c'est réglé. Vous avez faim. Une bonne boîte de conserve. Et hop là, tout le monde passe à table. Bah ouais, c'est génial le progrès. Bah ouais. Seulement le problème, c'est qu'il y avait le revers de la médaille. D'un côté, la société archaïque et rurale. En 1945, c'est 10% de la population qui bosse à la campagne. Et qu'en 2019, ils sont moins de 1%. C'est tout un pan de notre société qui a été fracassé à coups d'Agrotech, de Monsanto, de John Deere et compagnie. C'est qu'un type tout seul avec un tracteur, il vous cultive 850 hectares. Et qu'il a à peine de quoi se payer un SMIC. Et de l'autre, le monde résolument urbain et moderne. Quand Giscard, en 1975, il nous plante des centrales nucléaires partout dans le paysage. Est-ce qu'on nous a demandé notre avis à nous, citoyens? On nous a dit, c'est bien, ça va vous faire de l'électricité à pas cher. Ouais, à condition qu'on ne regarde pas trop du côté de l'écologie. Parce que les centrales nucléaires, eh ben on se les traîne encore. Et bientôt il va falloir les démonter. Mais ça suffit pas, on en rajoute une couche. On va refaire de l'EPR. Eh ouais. Et puis ça, on va le laisser à nos gamins. Et ça, on fait ça pour qui? Mais pour vous, bande d'ingrats. Alors il y a un type qui avait pensé ça, qui avait compris que cette histoire de progrès était source d'amalgame. Cette personne, c'est Charles Baudelaire. Voilà ce que Baudelaire écrivait en 1855 sur le progrès. Demandez à tout bon Français qui lit tous les jours son journal dans son estaminet ce qu'il entend par progrès. Il répondra que c'est la vapeur, l'électricité et l'éclairage au gaz, miracles inconnus aux Romains, et que ces découvertes témoignent pleinement de notre supériorité sur les anciens. Tant il s'est fait de ténèbres dans ce malheureux cerveau, et tant les choses de l'ordre matériel et de l'ordre spirituel s'y sont bizarrement mélangées. Le pauvre homme est tellement américanisé par ses philosophes, zoocrates et industriels qu'il a perdu la notion des différences qui caractérisent les phénomènes du monde physique et du monde moral, du naturel et du surnaturel. Le naturel, c'est le bien-être, le confort, ok. Mais le surnaturel, excusez-moi, je vais aller un petit peu vite, c'est comment on va passer de cette idée du progrès technique, du confort, à la société de consommation. C'est là on va avoir apparaître
tous ces objets plus ou moins complètement inutiles. Le couteau électrique, la sorbetière électrique, l'ouvre-boîte électrique, le magnétoscope électrique et ses 100 programmes programmables 6 mois à l'avance en coréen. Ainsi comme moi ou nos parents, nos grands-parents, vous avez cru à cette idée de progrès, bien mesdames, messieurs. Vous êtes ce que Isabelle Stengers appelle, vous avez été victime de sorcellerie capitaliste. Ah, un caddie toujours bien rempli, youpi, c'est l'euphorie. Ah, l'euphorie, moi, franchement, je pensais en être à l'abri. Un samedi matin, je suis en train de faire mon petit jogging pépère, et derrière moi, j'entends flap, flap, flap. Et là, c'est le runner qui est sur mes traces, et ça fait 6 mois que je m'entraîne. Et il n'est pas question que ce petit me double. Faut dire que je me suis abonné à Running Attitude Spécial Performance. Eh ouais, 3 semaines pour gagner 3 secondes au kilomètre. Un marathon de printemps, c'est possible. Plus d'endurance pour plus de vitesse. Et surtout, cet article-là qui m'a attiré l'œil, 5 conseils pour battre les plus jeunes. Donnez-vous les moyens de bien récupérer. Occupez-vous de votre condition physique. Planifiez vos objectifs. Soignez votre matériel. Et surtout cette phrase qui m'a percuté l'esprit. Si vous avez enchaîné sans problème, soirée arrosée, nuit blanche et séance dure de compétition, dites-vous bien maintenant qu'il vous faut désormais choisir entre la fête ou la perf. Eh bien la perf, c'est maintenant. Allez, c'est parti, à fond. C'est l'euphorie. Ah, vous pouvez max. Ouais. Allez. Allez. Arrêtez-moi. Allez. Et évidemment, au lieu de courir comme d'habitude 1 heure, au bout de 10 minutes, j'en peux plus. Et je finis en mode titubing, sous le regard amusé du runner qui lui, évidemment, est arrivé depuis bien longtemps. Après la fête, la défaite. Après la fête. La défaite. Pourquoi je ne l'ai pas vu arriver cette défaite? Je me souviens, dans les années 80, par la lucarne de ma télévision, il y a des parents en Argentine qui demandent à leurs gamins de rentrer parce que s'ils restent à l'extérieur, ils risquent de se choper des cancers de la peau à cause de la disparition de la couche d'ozone. Moi, je craignais rien. En Argentine. 83, 84. Les pluies acides, vous vous rappelez? Les forêts des Vosges, là. Tout cramé. À cause des pluies qui venaient d'Allemagne et qui dézinguaient des forêts entières. Puis il y a eu 86. 86. Tchernobyl. Pouah, l'explosion nucléaire. Le gros nuage. Qu'est-ce qu'il faisait le gros nuage? Oh là 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 là, hop 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 hop, pas la France là. Oh. Ah, on fait le tour de la France. Ah, un petit peu l'Italie là. Un petit peu la Corse aussi. Alors, un coup, vous pouviez boire du lait. Un coup, c'était plus possible. Alors, je parle pour les plus jeunes. Un coup, vous pouviez manger des champignons. Un coup, il valait mieux éviter de manger des champignons. Un coup, vous pouviez manger de la salade. Et confiance.
Alors, il faut dire quand même qu'il y a eu une vraie victoire écologique en 30 ans. Une seule. En 1985, lors du protocole de Montréal, a été décidé par 193 pays l'interdiction totale de l'utilisation des gaz de CFC pour les aérosols et pour les frigos. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs? Eh bien, la couche d'ozone s'est reconstituée. La seule et unique victoire en 30 ans. Alors pourquoi ça a été possible cette fois-là et puis depuis... c'était que les Canadiens, là, ils avaient mis au point le procédé industriel, là, pour remplacer les gaz de CFC par d'autres gaz qui étaient moins mauvais pour la couche d'ozone. Vous voyez ce que je vous dis? C'est ce que j'appelle le changement pareil. On change ni nos modes de consommation, ni nos modes de production. Parce qu'on l'a, notre champion, là. Bien campé sur ses deux jambes. PIB, croissance, PIB, croissance, PIB, croissance, PIB, croissance, PIB, croissance. We are the champion, my friend. We gonna party anywhere. Dun, 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 dun. We are the champion. We are the champion. No time for losers, 'cause we are the champion of the world. Attendez, non, mais là, on va le refaire. Là. 'Cause we are the champion. Hey, all together. Of the world. Ouais, champion du monde. Champion du monde, elle est à nous. On l'a, notre médaille, ça y est. On pourra plus la retirer celle-là, hein. On est partout. Dans l'eau, dans l'air, dans la terre, dans l'espace, on est partout, on ne peut plus nous rater, ça y est, on existe. En 2015, les géologues et les spécialistes du monde entier ont déclaré que nous étions entrés dans une nouvelle ère. L'Anthropocène, l'ère de l'homme, ça y est, on existe. Pas très enthousiaste. Bon, faut dire que il y a quand même un certain nombre de gens qui ne font pas beaucoup d'efforts. Les pays sous-développés. Enfin maintenant on les appelle plus comme ça, on les appelle les pays du Sud, on les a mis au Sud. Bon, bah nous qu'est-ce qu'on fait? On leur pique leurs ressources et en échange on leur envoie nos poubelles. Ah bah, on n'est pas des petits bras. Hein. Sans compter, alors vraiment, ceux qui ne font aucun effort. Les Yanomami, les peuples premiers, les Yanomami, ceux qui n'ont pas de grand-mère, ils vivent terrés dans leur forêt amazonienne, ils vivent tranquilles, ils n'ont même pas entendu parler de la société de consommation. C'est simple, ils n'ont rien à échanger, on est obligé de tout leur piquer. On n'est pas des petits bras. Tiens, c'est comme le running, j'ai compris pourquoi j'y arrivais pas. Je me suis acheté, je me mets au running pour les nuls. Mais monsieur, vous pouvez attester, hein, c'est marqué là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, il n'y a pas ses lunettes. Ah ouais, je m'équipe. Je m'équipe. C'est marqué noir sur blanc, évidemment, voilà pourquoi j'y arrive pas. Je ne suis pas assez équipé. Alors qu'est-ce que je fais? Je retourne dans la grande enseigne de magasins de sport. Et là, le vendeur m'attendait à bras ouverts. Ha! Je suis content de te revoir. Hein. De toute façon, je vais te dire, dans mon business, il y a deux types de runners. Il y a le runner que j'équipe en running loisir. Mon gars, il fait 2 petits running et puis il met son matos dans le placard. Et puis, il y a les vrais. Ceux que j'équipe en running compétition. Allez!
file te chercher un caddie, je sens que j'ai l'inspi, là, on va pouvoir t'équiper, mon petit gars. Premièrement, il te faut une paire de running compétition. Je te conseille la Mike Vaporfly 4%. 4% de rendement supérieur sur toutes ses concurrentes. 96% de marketing, la Mike Vaporfly, 330 €. Sans oublier, il te faut la tenue Extreme Compression. Une meilleure pénétration dans l'air, une meilleure tenue musculaire, une meilleure récupération, indispensable. 350 € la Extreme. Sans oublier, il te faut la montre Shunto Ultra Titanium que tu vas pouvoir connecter avec ton bracelet Run Connect, ton iPhone 10, et pouvoir évaluer tes performances, pouvoir faire partie de la grande communauté des runners compétition, indispensable. 480 €, sans oublier le petit complément Meltonic. Tu peux y aller, c'est que des plantes, et le reste, c'est autorisé par le CIO, vas-y. 34,99 €. Eh bien, pour la modique somme de 1194,99 €, eh bien là, véritablement, tu pourras être équipé en running compétition. Et comme aujourd'hui, c'est ton jour de chance, si tu prends la carte, tu pourras payer en 10 fois sans frais. Et comme tu as une bonne tête, je t'octroie un rabais de 1%, ce qui nous fait la tenue running compétition à 1183 € net. 1183 € pour courir. Un SMIC. J'ai pas les moyens. Je vais réfléchir. Et ça me ramène au deuxième point de Jean-Baptiste Combi. La question de rapport de classe lié à l'écologie. Est-ce qu'il y a des riches dans la salle? Non, mais ils viennent pas beaucoup dans les... Ils viennent pas beaucoup dans les conférences gesticulées. Bon, plus t'es riche, plus tu consommes. Plus tu consommes, plus tu pollues. Plus tu pollues, moins t'es écolo. Par contre, tu vas être très valorisé par ton bon comportement citoyen. Tu vas être le premier à bien faire ton tri sélectif. Tu vas être le premier à avoir une voiture électrique. Tu vas être le premier à mettre des panneaux photovoltaïques sur ton toit. Comment? Tu prends ta voiture pour aller en centre-ville. J'habite en centre-ville. Par contre, après tous ces efforts, et parce que tu le vaux bien, quand arrive l'heure des vacances, là, tu vas prendre l'avion. Et subitement, ton compteur à CO2, il va s'emballer. Bingo! Et alors, moins tu es riche, moins tu consommes. Moins tu consommes, moins tu pollues. Moins tu pollues, plus t'es écolo. Tes 1183 €. Tu vas pas les mettre dans une tenue running compétition, mais pour vivre. Tu vas prendre les transports en commun. Tu vas habiter dans des habitats collectifs. Et même si ta voiture, c'est un vieux diesel pourri, et même si tu fais pas très bien ton tri, tu vas être beaucoup plus écolo que le riche. Ah, c'est sûr, il y a des constats qui font mal. Hein. Surtout au discours dominant. Et puis, il y a le deuxième effet qui se coule, c'est cette idée que plus vous êtes pauvre et plus vous allez être exposé à des inégalités et des injustices écologiques. Revenons au bac de tri sélectif. Quand à la fin des années 90, il a fallu trouver un site pour installer l'incinérateur. Il y avait deux villes qui étaient pressenties sur l'agglo d'Orléans. Olivet, plutôt village assez riche, et Saran, banlieue plus populaire. Où pensez-vous que nous installâmes l'incinérateur? Olivet. Ouais. À Saran. Bah oui. Et quand par un
encore plus funeste hasard, il a fallu trouver un endroit pour accueillir les gens du voyage. Est-ce que vous pensez qu'on les a installés à Olivet ou plutôt à Saran? Oui, juste à côté de l'incinérateur. Vous allez dire que je fais du mauvais esprit, mais quand, par un encore plus grand funeste hasard, et parce que le centre pénitentiaire d'Orléans débordait, on a décidé de construire un nouveau centre pénitentiaire. Où l'a-t-on placé? À Saran, à côté de l'incinérateur et des gens du voyage. Comme ça, on est gros pire. Voilà pourquoi Jean-Baptiste Comby dit que l'écologie, si on passe à côté de cette notion de rapport de classe, on passe complètement à côté du problème. Pour répondre aux enjeux écologiques, notre société doit s'interroger sur les mécanismes même de l'ordre social, les blocages, les inégalités, les injustices. Et prendre en compte les rapports de domination qui existent, qu'ils soient d'ordre éducationnel, culturel, raciaux. Or, pour la classe dominante, cette idée de rapport de classe est vaporeuse, dépolitisée. C'est précisément le contraire que viennent nous démontrer les gilets jaunes. L'écologie est au centre des enjeux environnementaux et de la justice sociale. La classe dominante, elle, déporte de manière illégitime un débat auquel nous aurions droit pour nous imposer sa manière de voir. Et sa manière de voir, c'est quoi? C'est l'économie de marché qui fait loi, pas les gilets jaunes. Vous voulez un petit exemple? Je pense particulièrement à cette histoire du marché du droit à polluer. Est-ce que vous connaissez cette usine à gaz? Alors en fait, ça s'appelle le marché du droit carbone. Bon, en fait, c'est une bourse. Comme c'est l'économie de marché qui fait loi, en 2005, au niveau de l'Europe, a été décidé de mettre en place une bourse, donc ce marché du droit à polluer, par pays pour les usines les plus polluantes. Donc chaque pays s'est vu attribuer des quotas qu'il a distribués à ses entreprises les plus polluantes. Imaginons que vous ayez deux entreprises, une entreprise A et une entreprise B, qui vont se voir chacune attribuer 100 quotas de gaz à effet de serre. L'idée étant évidemment qu'elle fasse en sorte d'investir. L'entreprise A va jouer le jeu, elle va investir. Donc mécaniquement, ses émissions de gaz à effet de serre vont descendre. Elle va par exemple descendre à 80. Pendant que l'entreprise B, elle, ne va pas faire d'effort du tout et elle va augmenter ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 120. Et par la magie du marché, l'entreprise A va pouvoir revendre ses quotas à l'entreprise B. Et là, magie! On retrouve l'équilibre. Est-ce que pour autant, on aura limité les émissions de gaz à effet de serre? Voilà pourquoi, eh bien, on continue à augmenter nos émissions régulièrement au niveau de l'Europe et mondialement, c'est encore pire. Ah oui, parce qu'on pense en permanence que les problèmes peuvent se régler par un marché. Donald Tusk est le président de l'Union européenne. Donald Trump est le président des États-Unis. Bienvenue dans le monde merveilleux de Walt Disney où les Donald ont tous les pouvoirs. Le problème, c'est qu'ils nous prennent pour des Mickey. Tiens, c'est comme l'autre là, le runner. Il n'a qu'un mot à la bouche. La performance, mec! Ah bah c'est simple, lui, c'est un résumé, à lui tout seul, de société de consommation. Il me dit, l'autre jour, j'étais en train de faire le semi-marathon d'Orléans, je me suis tapé un méga coup de pompe, alors qu'est-ce que je fais? Je me prends un bon petit coup de turbo boost. Oh, un bon petit coup de turbo boost amélioré, tu vois ce que je veux dire? Et là, je repars à pleine vitesse, je double round, je bats mon record, ouais, je finis, c'est génial. Je le regarde, je dis, qu'est-ce que tu me racontes, hein? Tu me parles de dopage. Mais le dopage, moi, précisément, c'est ce qui fait que je regarde plus jamais une seule compétition de sport à la télé.
Moi, j'ai trouvé véritablement une parade à tout ça. Je me suis inscrit dans la grande communauté Run Eco Team. Notre slogan, un run, un déchet. J'ai ce formidable petit accessoire avec lequel je fais mon petit kangourou. Alors si j'arrive à le mettre, voilà. Ah, il est dur. Voilà. Voilà. Alors voilà comment ça se passe. Donc je suis en train de faire mon petit jogging pépère là. Et là je tombe. Oh, oh, les gens sont vraiment. Hop, dans la petite popoche. Tiens là, encore ici. Voilà. Ah bah tiens, un mammouth. Allez. Et comme ça, je m'arrête quand j'ai envie. Encore un là. Tiens. Tiens. Bon, pour les magazines, c'est un petit peu compliqué. Voilà, mesdames, messieurs, comment je suis passé du jogger, au jogger. Puis après, je suis devenu un runner et maintenant, je suis un popler. Moi, je trouve ça plutôt chic. Hein. Et puis, j'étais en train de faire, l'autre jour, un samedi, j'étais en train de faire mon petit jogging et je suis tombé là-dessus. Super, je montre bien. Hein. Alors, comment vous dire, le poppling, là, je voyais pas trop comment je pouvais faire. On va se le mettre sous nos yeux, là, pour bien le garder à l'esprit. Alors, déjà, mesdames et messieurs, d'après vous, qu'est-ce que c'est que cette image? Un champ de plastique. Un champ de plastique. Un champ de plastique, oui. Alors, précisément, Main sur Loire. main sur Loire. Alors, il faut quand même que je vous donne une explication par rapport à ce champ. Ce champ, effectivement, il est en pleine zone UNESCO. Main sur Loire. Alors, pourquoi en fait il est jonché de tous ces petits débris de plastique? C'est parce que à la fin des années 90, l'agglo d'Orléans a eu l'idée lumineuse d'utiliser nos déchets verts pour créer du TMB, du terreau mécano-biologique, qu'ils pensaient vendre aux paysans à hauteur d'à peu près 40 € la tonne. Je vous en mets combien? 4 bennes? Monsieur? Pour vos géraniums. Alors évidemment, les agriculteurs, quand ils ont vu arriver ce TMB, ils n'en ont pas voulu. Mais malheureusement, il y a un certain nombre d'agriculteurs, dont l'ancien propriétaire de ce champ, qui lui a accepté donc ce TMB. Et on se retrouve à la faveur des pluies enfin c'était en 2018, hein, tous les petits bouts de plastique sont remontés à la surface. Voilà pourquoi on se retrouve avec cette pollution. Et moi, mesdames, messieurs, quand je vois ça, ça me fout les nerfs. Vraiment. Et ça me ramène à ce bac-là. La valorisation. Valoriser, c'est quoi? C'est prendre typiquement nos poubelles qui ne valent strictement rien pour en faire une marchandise. Du TMB. Alors moi, à cette idée de valorisation, je préférerais, et de loin, l'idée de la valeur. Que collectivement, on décide de ce qui vaut ou de ce qui ne vaut pas. De ce que l'on va produire ou ce qu'on ne va pas produire. Mais tous ensemble. Finalement, qu'est-ce qui distingue ce litre de lait d'un bien de consommation, d'un bien de production de valeur? Bien tout simplement, c'est son emballage.
D'un côté, s'il est dans un emballage plastique, eh bien, il se place dans la société de consommation. Tout simplement, vous allez avoir la vache, le camion, la laiterie, le camion, Super U, la bagnole, le bol de mon mouflet. Je jette ma bouteille en plastique dans ma poubelle, le camion poubelle, l'incinérateur. D'un côté, tu donnes ton argent, de l'autre, il part en fumée. C'est là l'expression exacte de la société de consommation, la destruction d'un bien ou d'un service en vue de la satisfaction du consommateur. Alors, imaginons maintenant que ce litre de lait ne soit plus dans un contenant plastique, mais dans une bouteille en verre, consignable. La vache, le camion, la laiterie, mon épicier, je ne prends plus ma voiture, le bol de mon mouflet, je ramène ma bouteille consignable, ça repart dans le sens, et là on crée une économie circulaire. On progresse. Franchement, il est où le progrès quand on voit ce champ de détritus? Moi franchement, quand je vois ça, je me pose de sérieuses questions sur nos démocraties. Si on demandait à un gamin de 5 ans si on pourrait faire ça, évidemment il dirait non. Dire ça tombe sous le sens. Eh bien c'est parce que notre démocratie dysfonctionne. Alors j'essaie de comprendre pourquoi, et en fait, ce qui me vient à l'esprit surtout, c'est que notre démocratie, elle fonctionne de manière pyramidale. En bas de la pyramide, là, il y a nous tous, les citoyens. Au niveau supérieur, il y a la ville, le département, la région, l'État, l'Europe, le monde, Trump, ma mère. Bon, pour le dernier niveau, c'est assez personnel. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, dans une organisation pyramidale, c'est que ça fait une connexion par niveau. Ça monte, ça descend. Imaginons les mêmes acteurs, non plus en pyramide, mais en réseau. Et bien là, ça communique de partout. On obtiendrait évidemment des réponses beaucoup plus intelligentes. Ça démocratise. Et ça crée du réseau. Bien là, il me semble qu'avec ces deux premiers points, déjà on pourrait répondre à la première question qui était comment en 2019 on autorise encore les industriels à utiliser ce plastique de merde. Déficit de la démocratie, déficit de la valeur, une fois, deux fois, adjugé vendu, en décharge. Alors, dans l'agglo d'Orléans, les bouteilles comme ça ne vont pas, enfin dans la métropole, pardon, excusez-moi, ne vont pas aller en décharge. Mais à l'échelle du monde, 80% des plastiques qui ont déjà été fabriqués, eh bien, se baladent dans la nature. Voilà pourquoi je me permets de le jeter en décharge. Ok. Avons-nous pour autant répondu à la deuxième question? Et là, je vais procéder donc au ramassage des copies. Ah d'accord. Donc la deuxième question était comment une société qui se dit évoluer peut-elle à ce point se rendre malade d'elle-même? Bon, en même temps, est-ce qu'on peut répondre à une question pareille? Il y a quand même un mot qui me frappe l'esprit, moi c'est le mot société. Comment on fait société? Dans notre passé récent, il y a une petite société qui a existé pendant 50 ans et qui nous a envoyé une bonne grosse décharge. Et sous le sens décharge plutôt châtaigne pour nous donner de l'inspiration. Je veux parler de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui a fait société pendant 50 ans. Je me suis amusé à répertorier quelles étaient les revendications des zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Faire du lien, pas de propriété. Repenser ses besoins, pas de rentabilité. Favoriser les réseaux de coopération,
Nourrir les migrants. Lutter contre le sexisme. Déconstruire son privilège de blanc. Être libre au travail. S'auto-organiser. En gros, une organisation profondément démocratique qui produit de la valeur, mais pas de la valeur lucrative. Oh, les méchants zadistes! Et quelle va être la réponse de la grosse démocratie qui se rend malade d'elle-même à la petite bio? Le 5 avril 2018, 2500 gendarmes et CRS pour tout détruire. Ah mais, c'est qu'on prend des habitudes en 50 ans. Et quelle va être l'exigence de la grosse démocratie qui se rend malade d'elle-même à la petite bio? Vous veillerez bien à déposer des projets individuels et vous validerez bien notre modèle économique dans votre projet. Oh, les méchants zadistes. Mais s'il y a des méchants, c'est qu'il y a des gentils. Ils sont où les gentils? Les gentils à qui on n'en verra jamais 2500 gendarmes et CRS et des pelleteuses pour tout détruire. Ils sont là. Les 5%. Bien posés tout en haut de la pyramide. Bien posés sur leurs privilèges. Ils ont tous les pouvoirs. Pouvoir politique, pouvoir de l'argent, pouvoir sur nos vies. Les Dassault, les Ghosn, Muliez, Leclerc, Carrefour, Pinot. Il y en a d'autres encore. Pardon? Arnaud? Bref. Et eux, ils ont tous les réseaux et toute l'économie circulaire avec fonction aspirante par le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils n'ont surtout pas envie que ça change. Surtout pas envie que ça change. Bien moi, mesdames, messieurs, quand je vois ça, ça me fout les nerfs. Bon, d'un côté, il y a des méchants zadistes à qui on envoie des pelleteuses qui veulent changer le monde. De l'autre, il y a les gentils qui saccagent la planète et qui squattent toutes les richesses. Bah et nous, les dociles, on fait quoi? J'ai essayé d'imaginer que pour moi, il y a plusieurs scénarios. Les 5% les plus riches, ils vont s'apercevoir qu'ils abusent, qu'ils squattent toutes les richesses, ils vont répartir. Nous, les 95%, on va pas se laisser faire. Ça va être le grand soir écologiste. Ah, puis il y a le dernier scénario, le plus vraisemblable. À force de tirer sur la corde, à force de choper toutes les ressources, à force de saccager la planète, le système capitaliste, à force de mettre la poussière sous le tapis là,
il va finir par se prendre les pieds dedans et se mettre la gueule dans le mur. Et nous avec. Mais quand? Demain? Ah non, pas demain. Ah non. Faut que j'emmène ma fille à l'école. En 3 ans. 3 ans. Les gamins, ils n'auront pas fini leurs études. Dans 10 ans. 10 ans. J'aurai pas le temps de vendre ma baraque. Je pourrais pas aller me mettre sur une île déserte. C'est pas possible. Dans 50 ans. Ah, 50 ans, c'est bon. Pas de problème. Le 8 avril 2018, le GIEC, Groupement d'experts international, a remis son 5e rapport. Que dit le rapport? Nous avons entre 3 et 10 ans pour changer radicalement de modèle de société si nous ne voulons pas basculer dans un emballement climatique irrémédiable. Elle est là, la ligne d'arrivée. La ligne vers laquelle l'humanité tout entière s'apprête à... Elle est là, tangible. On peut la voir, on peut presque la toucher. Je reformule ma question. Et nous, les dociles, on fait quoi? On laisse les oligarques au-dessus de nos têtes jouer avec le feu? Et dire que l'humanité connaît la voie et qu'elle est partie en sens inverse. Jamais cette phrase de Sonra n'a été autant d'actualité. En 2019, nous n'avons d'autre choix que de rentrer en rupture. La Terre va mal, les hommes vont mal, il est où le lien? Mais c'est bien notre société industrielle ultralibérale qui est responsable et des inégalités sociales et du saccage de la planète. Au nom d'un bon fonctionnement économique, jamais les inégalités n'ont été aussi grandes. Pire encore, elles se sont accrues de manière abyssale ces 50 dernières années. Comme le réchauffement climatique, comme l'effondrement des ressources et de la biodiversité. Alors, mesdames, messieurs, la question, la rupture, c'est comment on transforme notre révolte en combat. C'est bon. J'ai la certitude que les actes individuels, les éco-gestes, ne sont que du placebo. Bien faire son tri, être éco-citoyen, c'est l'hygiène du citoyen. Mais face aux problèmes écologiques et au saccage de la planète, j'ai vraiment l'impression que ce n'est que du placebo. Alors on sort la trousse à pharmacie. Nous, les 95%, le traitement, c'est nous. On va arrêter de se laisser bercer par des jolies petites histoires de petits colibris qui font leur petit travail dans leur coin. On va obliger nos politiques à affréter des canadaires et à aller éteindre l'incendie mondial. Au passage, je propose
qu'on fasse un bon gros ravalement de façade démocratique à notre 5e République et qu'on passe à la 6e. Qu'on se la ripolline avec des bonnes lois anticapitalistes, à coup de valeurs, à coup de bien commun. Et ainsi, notre société, qui se rend malade d'elle-même, finira peut-être par guérir. Oui, je sais, vous allez dire que je suis un utopiste. Mais l'utopie, c'est juste quelque chose qui n'a pas encore été essayé. Et utopie pour utopie. Croyez-vous que nos sociétés riches vont pouvoir faire des murs suffisamment hauts pour laisser la misère du monde qui va immanquablement venir à nos frontières? En 2019, il va falloir qu'on arrête de croire que ceux qui nous ont mis dans la merde vont pouvoir nous en sortir. Parce que, mesdames, messieurs, la Terre est devenue une immense ZAD, une immense zone à défendre. Idriss Aberkan explique ce qu'est une idée révolutionnaire en 3 phases. La première phase, absurde, dangereuse, évidente. La Terre est ronde, absurde, dangereuse, évidente. Un jour, les hommes iront sur la Lune. Absurde, dangereuse, évidente. Moi, je vais vous proposer une idée révolutionnaire. D'ici 3 ans, tous les peuples vont se mettre d'accord pour sauver les hommes et la planète. Idée absurde, dangereuse, évidente. Nul homme, nul groupe humain ne peut exister, agir, au détriment d'un autre. Car nous sommes tous partie intégrante de cette nature que nous devons préserver et transmettre. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Ce soir, j'ai fait mon grand tri. Mon action de conférencier s'arrête ici et c'est le citoyen qui vous donne rendez-vous pas plus tard que maintenant. J'ai imaginé un moment joyeux qu'on pourrait passer ensemble, une patate, un petit atelier très ambitieux de transformation écologique. Transformation, pas transition. Idée absurde, dangereuse, évidente. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Alors je vous laisse avec cette phrase de Nietzsche. La croyance que rien ne peut changer provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, la deuxième se combat. Alors on garde la patate!